L'année est 1944. La Seconde Guerre mondiale fait rage dans sa phase la plus brutale sur le front de l'Est, un théâtre d'horreur et d'héroïsme qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Au milieu du chaos assourdissant des canons, du rugissement métallique des moteurs de chars et de l'odeur âcre de la poudre et de la mort, surgit une légende, un murmure qui se propageait comme une traînée de poudre parmi les troupes, tant chez les défenseurs que chez les attaquants. Le canon BS-3 de 100 mm soviétique, une arme qui défiait la logique, comme si elle venait d'une autre planète. Imaginez un peu la scène, les amis. Un char Tiger I, le colosse d'acier de l'Allemagne, la terreur des champs de bataille, avançait imposant, son blindage impénétrable, sa réputation d'invincibilité croissant à chaque kilomètre conquis dans les steppes russes ou les forêts denses. Pour les équipages d'artillerie soviétiques, affronter un Tiger revenait souvent à signer son propre arrêt de mort, un défi quasi impossible. Mais, soudain, quelque chose d'incroyable se produisait. À 1500 mètres de distance, une distance qui, à l'époque, était considérée comme un tir de chance, un miracle. Un éclair déchirait l'horizon grisâtre, suivi d'un fracas qui faisait trembler la terre. Et l'invincible char Tiger I, fleuron de l'ingénierie allemande, vacille, son blindage frontal qui semblait indestructible, transpercé comme s'il s'agissait de papier. C'est à donner la chair de poule, n'est-ce pas? Ce monstre de métal, qui paraissait intouchable auparavant, se transformait soudain en une épave fumante. Les équipages de chars Tiger allemands, habitués à dicter les règles du combat, se retrouvaient sous le choc, sans comprendre ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, leurs frères d'armes allemands, les redoutables canons PAC-43 de 8,8 cm, des armes respectées qui faisaient trembler les Alliés, devaient s'approcher dangereusement, à moins de 500 mètres, pour avoir une chance de pénétration similaire. 500 mètres. Sur un champ de bataille, cette distance était presque une accolade, une invitation pour l'ennemi à riposter. La différence était flagrante. Un abîme de 1000 mètres séparait l'efficacité de deux des plus grandes puissances militaires de l'époque. Comment une disparité aussi absurde était-elle possible? Quel secret cachait le canon BS-3 de 100 mm gardait-il? Était-ce la vérité? Était-ce de la propagande soviétique pour remonter le moral des troupes et semer la peur chez les Allemands? Ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière cette disparité apparente? Quelque chose que les manuels de balistique de l'époque ne parvenaient pas à expliquer et que même les ingénieurs et concepteurs les plus expérimentés, soviétiques et allemands, n'imaginaient même pas. C'est la grande question, l'énigme qui imprègne l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement lors des années cruciales 1944 et 1945, quand le canon BS-3 de 100 mm est entré en service actif et a commencé à marquer les esprits, affrontant non seulement le char Tiger I, mais aussi ses successeurs plus lourds, les chars Tiger II. La légende du BS-3, capable de percer le blindage du Tiger à des distances qui relevaient de la science-fiction pour l'époque, a pris de l'ampleur dans les tranchées du front de l'Est, Seconde Guerre mondiale, se répandant aussi vite que la nouvelle d'un but décisif, un soir de finale de Coupe du Monde. Mais la vérité derrière cette légende est bien plus complexe qu'un simple « vous savez, le canon russe était juste trop puissant ». Préparez-vous à plonger au cœur de cette enquête historique pour percer l'un des plus grands mystères de l'artillerie anti-char de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons revisiter les rapports de combat, analyser les données balistiques et comprendre les philosophies de conception qui ont guidé des esprits comme celui de Mikhail Fedorovitch Korobov, le génie derrière le BS-3, ainsi que les talentueux ingénieurs et concepteurs, soviétiques et allemands, des légendaires entreprises Krupp et Rheinmetall, qui ont donné vie au PAC-43 et aux Tigers. Ce n'est pas seulement une histoire d'obus et de blindage, c'est une histoire d'ingénierie, de courage inébranlable des équipages d'artillerie soviétiques qui manipulaient ces machines mortelles et de ce champ de bataille impitoyable qui testait les limites de la résistance humaine et de l'innovation technologique. Nous allons explorer les réalités des usines et des champs de tir, Union soviétique et Allemagne, où ces armes ont été forgées ainsi que les tactiques désespérées qui naissaient sous le feu ennemi. La supériorité balistique du BS-3 était-elle un fait incontestable, fruit d'une technologie en avance sur son temps, ou bien l'astuce de la propagande soviétique, combinée à la perception du Tiger invincible, a-t-elle créé un récit plus puissant que la réalité elle-même?
La réponse n'est pas simple, et c'est précisément cette complexité qui rend cette histoire si fascinante et digne d'être racontée. Il est temps de soulever le voile des légendes et de comprendre ce qui s'est réellement passé durant cette période sombre de l'histoire. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre expédition historique pour déterrer la vérité derrière le canon BS3 de 100 mm. Pour comprendre le véritable impact du canon BS3 de 100 mm et l'origine de sa légende, il faut d'abord se plonger dans la terreur qu'il était censé combattre, le légendaire char Tiger-M. En 1943, quand cette machine de guerre a commencé à apparaître en masse sur le front de l'Est, c'était vraiment flippant, les gars. Une vision terrifiante qui a changé à jamais le paysage du champ de bataille et le moral des troupes. Imaginez un peu, les amis, un monstre d'acier de 57 tonnes, avec un blindage frontal atteignant les 100 mm et un canon KWK-36 de 8,8 cm qui semblait cracher le feu à des distances folles. C'était un véritable poids lourd, un champion invaincu sur le ring de la guerre. À cette époque, le char Tiger-M était pratiquement invulnérable à toute arme anti-char alliée disponible. Les ingénieurs et concepteurs allemands de chez Krupp et Rheinmetall avaient créé une forteresse mobile, un véritable cauchemar pour les équipages d'artillerie soviétiques. Le seul espoir était de toucher les flancs ou l'arrière, et encore seulement à des distances extrêmement courtes, de celles où l'on pouvait presque voir le visage de l'ennemi. C'était un sacré morceau, un défi qui semblait insurmontable. Le rugissement de son moteur Maybach, un son grave et puissant qui résonnait dans les steppes russes, le grincement de ses larges chenilles se frayant un chemin dans la neige ou la boue, et cette silhouette imposante à l'horizon. Tout cela instillait une peur viscérale dans le cœur des soldats soviétiques. C'était comme si la mort elle-même arrivait sur roue. Les récits du front de l'Est, Seconde Guerre mondiale, racontent comment un seul char Tiger-M parvenait à stopper l'avance de colonnes entières de T-34, faisant échouer des offensives et basculer des batailles. Le moral allemand s'envolait à chaque Tiger-M envoyé au front, donnant un coup de boost aux équipages de chars Tiger allemands qui se sentaient pratiquement invincibles dans leur carapace d'acier. Ils savaient qu'ils avaient en main un atout maître, une machine capable de changer le cours de n'importe quel affrontement. Pendant ce temps, les Alliés, y compris les forces soviétiques, s'arrachaient les cheveux pour trouver un moyen d'arrêter cette bête. Les usines et les champs de tir, Union soviétique et Allemagne, tournaient à plein régime, chaque camp cherchant à améliorer ses armes et ses défenses. Mais au début, il semblait n'y avoir aucune réponse. Le char Tiger-M n'était pas seulement une machine de guerre, c'était un symbole de puissance et d'invincibilité allemande, une forteresse mobile qui semblait défier toutes les lois de la balistique et de la logique militaire. C'était l'icône de l'ingénierie de guerre du Troisième Reich, une démonstration de force qui intimidait par sa simple présence. Les commandants soviétiques, dans leur tente de fortune sur le front de l'Est, passaient des nuits blanches à gribouiller sur des cartes, cherchant une faille chez ce géant d'acier. Chaque rencontre avec un Tiger-E était une leçon brutale et sanglante. Les témoignages des survivants parmi les équipages d'artillerie soviétiques étaient empreints d'admiration et d'horreur face à la capacité destructrice du char allemand. Ils voyaient leurs canons anti-chars de petit calibre ricocher sur le blindage frontal comme s'il s'agissait de simples cailloux, tandis que le canon de 8,8 cm du Tiger-E transperçait leur défense avec une facilité déconcertante, envoyant leur char à la casse en quelques secondes. La quête d'une arme capable de neutraliser le Tiger-Ice devint une priorité absolue. C'était une course contre la montre, une question de survie. Les ingénieurs et concepteurs, soviétiques, savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose de différent, de plus percutant, de plus puissant. Il leur fallait un changeur de jeu, une carte secrète pour affronter ce monstre. Il ne suffisait plus de viser les points faibles. Il fallait avoir la capacité de percer le blindage n'importe où, ou du moins à une distance de sécurité, loin de la portée mortelle du canon du Tiger-M. Le char Tiger-M, avec son aura d'invincibilité, a façonné les tactiques et le développement des nouvelles armes durant la Seconde Guerre mondiale, surtout en 1944 et 1945, quand l'intensité des combats a atteint son paroxysme. Il a forcé l'ennemi à innover, à sortir des sentiers battus, à chercher des solutions radicales pour un problème qui semblait insoluble. Cette bête d'acier, avec toute sa gloire et sa terreur, a préparé le terrain pour l'entrée de nouveaux protagonistes, des armes qui chercheraient à démystifier son invincibilité. Mais comme nous allons le voir,
Chaque forteresse a son point faible, et la recherche incessante de celui-ci allait façonner le destin de milliers d'hommes et le développement de nouvelles armes, dont le célèbre canon BS-3 de 100 mm. La légende du Tiger était solide, mais le front est un endroit où les légendes peuvent être défiées, et parfois terrassées. Cependant, la réalité dans la glace et la boue du front de l'Est était bien plus cruelle, et l'apparition du char Tiger-M allait changer la donne de manière dramatique, imposant un défi sans précédent aux forces soviétiques. Ce monstre d'acier allemand, avec sa silhouette imposante et son blindage presque impénétrable, n'était pas qu'un simple char, c'était un symbole de terreur, une barrière infranchissable qui démoralisait les troupes et bloquait l'avance soviétique. Pour les braves équipages d'artillerie soviétiques, apercevoir un char Tiger-M à l'horizon était le signe avant-coureur d'une bataille inégale, où le courage ne suffisait souvent pas à compenser la supériorité technologique. La situation était critique, et l'Union soviétique devait trouver une solution et vite. Le char Tiger-M, avec son redoutable canon de 8,8 cm et un blindage frontal atteignant 100 mm, a transformé le champ de bataille. Il ne fallut pas longtemps pour que les équipages de chars Tiger allemands se sentent presque invulnérables, avançant avec une confiance frisant l'arrogance. Et ils avaient de quoi. Les canons anti-chars standards de l'arsenal soviétique à l'époque, comme le ZS-2 de 57 mm, pourtant efficace contre les chars moyens, et le canon de 76 mm, monté sur les emblématiques T-34, rebondissaient simplement sur le blindage frontal du Tiger-I comme des billes sur un mur de béton. C'était une frustration immense, un coup au moral pour les soldats qui voyaient leurs projectiles ricocher ou exploser sans effet. La seule chance, l'unique chemin vers la victoire, était de s'approcher dangereusement, à des distances suicidaires, pour tenter de toucher les flancs ou l'arrière, là où le blindage était plus mince. Mais pour cela, il fallait une chance inouïe et surtout être prêt à payer un prix très élevé en vies humaines. Cette tactique consistant à coller à l'ennemi pour trouver un point faible, imposée par la supériorité du char Tiger-M, a entraîné un coup humain dévastateur. Les plaines du front de l'Est sont devenues un enfer d'acier et de chair, où les équipages d'artillerie soviétiques et les fantassins étaient forcés de s'exposer à un feu croisé brutal dans des tentatives désespérées d'embuscade ou de contournement. Combien de vies fauchées, combien de rêves brisés, simplement parce que les canons existants n'avaient pas le punch nécessaire pour stopper l'ennemi de face et à une distance sécurisée. La pression sur les ingénieurs et concepteurs soviétiques était immense, presque insupportable. C'était un sacré problème, une situation qui exigeait une solution urgente et radicale. Le commandement militaire, conscient de la gravité de la situation, exigeait une réponse, une arme capable de regarder enfin le monstre d'acier allemand dans les yeux, ou mieux encore, de le frapper de loin. L'Union soviétique, qui avait déjà traversé des moments d'extrême difficulté au début de la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait pas se permettre de perdre plus de temps. Le destin du front de l'Est, et avec lui l'issue de la guerre, semblait dépendre de la capacité de Moscou à développer une riposte efficace à cette menace colossale. C'était une course contre la montre, une bataille d'intelligence et d'ingénierie tout aussi cruciale que celle menée sur le terrain. Les ingénieurs et concepteurs soviétiques, menés par des esprits brillants comme Mikhail Fedorovitch Korobov, savaient que la tâche ne serait pas facile. Ils avaient besoin d'un canon qui ne se contenterait pas de percer le blindage du char Tiger-1, mais qui le ferait à des distances permettant aux équipages d'artillerie soviétiques d'opérer avec une marge de sécurité sans avoir à se jeter dans la gueule du loup. Le besoin était clair. Un canon à haute vitesse initiale avec un calibre plus important, capable de délivrer un impact dévastateur. Dans les usines et les champs de tir soviétiques, l'urgence dictait le rythme. Chaque projet, chaque calcul, chaque prototype était évalué à l'aune de la menace du char Tiger-M. L'objectif était de surpasser l'ennemi, pas seulement de l'égaler. La perception de la supériorité allemande, alimentée par la légende du Tiger, devait être brisée, non seulement dans le moral des troupes, mais dans la réalité balistique. Ce besoin impérieux de stopper le Tiger-I, de renverser la vapeur contre les machines de guerre allemandes qui causaient tant de souffrances, allait être le catalyseur de la naissance d'une des armes les plus controversées et légendaires de l'artillerie soviétique, le canon BS-3 de 100 mm. Ce n'était pas qu'une question de puissance de feu,
C'était une question de survie, d'honneur et de renversement du cours d'un conflit qui consommait des millions de vies. Les ingénieurs savaient qu'ils tenaient entre leurs mains non seulement l'avenir d'une arme, mais l'espoir d'une nation. La promesse du BS-3 était que les équipages d'artillerie soviétiques auraient enfin les outils pour stopper les chars Tiger I et II, non par un sacrifice aveugle, mais avec précision et une puissance dévastatrice. L'attente était palpable, dense comme la fumée des batailles à venir. Au milieu de ce climat d'incertitude et sous l'ombre imposante des véhicules ennemis, l'urgence d'une réponse à la hauteur résonnait dans les couloirs des centres de recherche soviétiques comme un cri de guerre silencieux. Le front de l'Est, théâtre d'une brutalité sans précédent, exigeait des solutions audacieuses et vite. Les ingénieurs et concepteurs soviétiques, avec une hargne digne d'une finale de championnat, étaient sous une pression colossale. Le char Tiger-I allemand, véritable colosse d'acier, était devenu le cauchemar des troupes soviétiques, et son blindage semblait impénétrable pour la plupart des armes existantes. C'était une situation de « ça passe ou ça casse », vous voyez ? Il fallait quelque chose pour contrer cette bête mécanique et pas demain, mais maintenant. C'est dans ce contexte de vie ou de mort qu'une équipe d'esprits brillants, dirigée par Mikhail Fedorovitch Korobov, s'est lancée dans un projet ambitieux, une véritable course contre la montre. L'objectif était clair, créer un canon anti-char qui ne se contenterait pas de stopper le Tiger I, mais qui le pulvériserait même à distance. L'idée était de changer la donne, de faire basculer la bataille, et pour cela, ils avaient des besoins d'allier force brute et précision chirurgicale. Le résultat de cet effort herculéen fut le canon BS-3 de 100 mm, une arme qui, dès les premiers plans, promettait déjà d'être un tournant historique. Ce n'était pas qu'un canon, c'était l'espoir de milliers d'équipages d'artillerie soviétiques qui bravèrent la mort à chaque affrontement. La conception du canon BS-3 de 100 mm fut un témoignage de la capacité d'innovation soviétique, même dans les conditions les plus rudes. Les ingénieurs et concepteurs savaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre un design complexe ou une fabrication trop longue. La guerre n'attendait pas. Ils avaient besoin d'une arme robuste, fiable, pouvant être produite en masse dans les usines et les champs de tir éparpillés à travers l'Union soviétique, souvent sous la menace constante de raids aériens. Le développement fut rapide, presque frénétique, poussé par l'urgence que seule la Seconde Guerre mondiale pouvait imposer. Chaque soudure, chaque pièce usinée, chaque calcul balistique était fait avec la conscience que des vies dépendèrent de cette arme. Ce qui distinguait le canon BS-3 de 100 mm n'était pas seulement son calibre puissant, mais surtout son impressionnante vitesse initiale. Cette caractéristique permettait au projectile de frapper sa cible avec une énergie cinétique dévastatrice, augmentant de manière exponentielle ses chances de percer le blindage le plus épais du Tiger I. C'était comme donner un coup de poing avec la force d'un train à grande vitesse. Les ingénieurs avaient compris que pour combattre un char lourd comme le Tiger, un gros obus ne suffisait pas. Il devait être rapide, très rapide. Cette combinaison de calibre et de vitesse était la recette du succès, un véritable soulagement pour les troupes au front. Mais le BS-3 de 100 mm n'était pas qu'un spécialiste de la chasse aux chars. Dans un élan de génie pragmatique, les concepteurs l'ont pensé comme une arme multifonctionnelle. En plus de sa fonction anti-char principale, il était parfaitement capable de tirer des obus explosifs contre l'infanterie ennemie et les fortifications. Cela le rendait incroyablement polyvalent sur le terrain, un véritable couteau suisse. Les équipages d'artillerie soviétiques pouvaient utiliser la même pièce pour éliminer un nid de mitrailleuses ou percer une barricade, avant de se retourner contre un char Tiger I en approche. Cette adaptabilité était un atout inestimable dans un conflit aussi dynamique et imprévisible que la Seconde Guerre mondiale. Le design du canon BS-3 de 100 mm reflétait la dure réalité du front de l'Est. Il était robuste, conçu pour encaisser les chocs, les rigueurs du climat russe et la brutalité constante du combat. La simplicité de sa fabrication en série était un point crucial, car l'Union soviétique avait besoin de milliers de ces pièces pour équiper ses divisions. Et point fondamental, il a été conçu pour être mobile. Malgré sa taille et sa puissance, il devait pouvoir être rapidement positionné et repositionné sur le champ de bataille, suivant l'avance des troupes ou se déplaçant pour défendre un flanc. Rien ne servait d'avoir un canon puissant s'il restait embourbé dans la boue ou ne pouvait suivre le rythme de la guerre. La mobilité était la clé de l'efficacité tactique, une leçon apprise à la dure lors des premières années du conflit.
Le canon BS-3 de 100 mm représentait sans aucun doute un bond technologique pour l'artillerie soviétique. Il intégrait toutes les leçons tirées des combats les plus brutaux contre les chars Tiger-M et autres blindés allemands. Chaque échec, chaque succès, chaque expérience au front alimentait le processus de conception, transformant la douleur de la défaite en moteur d'innovation. Les ingénieurs et concepteurs, comme Mikhail Fedorovitch Korobov, ne dessinaient pas seulement une arme, ils dessinaient l'espoir, la vengeance, l'outil pour inverser le cours de la guerre. C'était un travail de maître, réalisé par des gens qui savaient ce qui était en jeu, qui sentaient le poids de la nation sur leurs épaules. Après la phase de conception et de fabrication, l'arme fut testée de manière exhaustive sur les champs de tir d'Union soviétique. Chaque tir était analysé, chaque réglage méticuleusement appliqué. Les résultats préliminaires étaient plus que prometteurs. Ils ont allumé une flamme d'optimisme parmi les ingénieurs et le commandement militaire. Il semblait qu'ils tenaient enfin la réponse à l'énigme du Tiger-M. Ce canon de 100 mm, avec sa vitesse et sa puissance, était le pari soviétique pour renverser la supériorité blindée allemande. Cependant, aussi encourageant que soient les tests en milieu contrôlé, la véritable épreuve, le verdict final, ne viendrait que sur le champ de bataille, face à l'acier et au feu des Tiger-M, là où l'erreur n'est pas permise, là où chaque tir vaut une vie ou la victoire. L'attente était palpable, encore plus dense désormais, mais avec une saveur nouvelle, l'espoir. L'attente qui régnait, chargée d'espoir, allait bientôt se transformer en une réalité brutale, quand le canon BS-3 de 100 mm arriva enfin sur le front de l'Est, Seconde Guerre mondiale, en 1944. L'Union soviétique traversait un moment crucial, et l'arrivée d'une arme aussi attendue était comme un cri de ralliement, une promesse que le vent pouvait enfin tourner. Il ne fallut pas longtemps pour que cette machine de guerre entre en action, et les premiers rapports sur ses performances contre le redoutable Tiger-E commencèrent à circuler. Au début, les informations étaient un peu floues, comme on peut s'y attendre dans le chaos de la bataille, mais rapidement, un récit puissant et presque mythique commença à se former, prenant de l'ampleur comme une boule de neige dévalant une pente. Les rumeurs au front étaient claires. Le canon BS-3 de 100 mm était capable de percer le blindage du Tiger-M à des distances dont les canons allemands, comme le PaK-43 de 8,8 cm, n'osaient même pas rêver. Ce n'était pas qu'un simple bruit de couloir, c'était une histoire qui se transmettait de bouche à oreille parmi les équipages d'artillerie soviétique, leur gonflant le cœur de fierté et de courage. Des histoires d'obus de 100 mm traversant le blindage frontal du Tiger-M à l'impressionnante distance de 1500 mètres ou plus commencèrent à circuler, faisant grimper le moral soviétique en flèche, tout en provoquant une inquiétude réelle, un frisson dans le dos des équipages de chars Tiger allemands. Soudain, ce blindage qui paraissait impénétrable, cette arme qui était la terreur des champs de bataille, rencontrait un adversaire qui, selon la légende, la transformait en simple carton, et ce à une distance de sécurité pour les artilleurs rouges. Mais alors, qu'en était-il vraiment? Quelle était la part de vérité dans ces récits qui volaient comme la fumée dans le vent glacé du front de l'Est? Un champ de bataille est un lieu de folie, un chaudron de chaos, de peur et de perceptions déformées, où l'adrénaline et l'instinct de survie façonnent la réalité de manières inexplicables. Qu'est-ce qui relevait du fait balistique vérifiable, testé et prouvé? Et qu'est-ce qui était une exagération alimentée par la propagande, par un désir ardent de victoire et par le besoin de croire en quelque chose de plus fort? Le canon BS-3 de 100 mm était-il vraiment l'arme miracle suggérée par la légende, la balle d'argent qui résoudrait les problèmes de blindage du côté soviétique? Ou y avait-il une explication bien plus complexe, plus technique et moins romantique derrière son efficacité perçue? Pour percer cette énigme, pour aller au-delà des histoires de soldats et des exploits héroïques racontés 1000 fois, nous devons plonger dans les détails techniques, dans la balistique pure et dans la science de la perforation. Il ne suffit pas d'écouter les récits, il faut comprendre le comment et le pourquoi. Les ingénieurs et concepteurs, soviétiques et allemands, des esprits brillants comme Mikhail Fedorovitch Korobov et les techniciens de chez Krupp et Rheinmetall, ne travaillaient pas avec de la magie, mais avec de la physique, de la métallurgie et des calculs complexes. Ils cherchaient l'optimisation maximale dans les limites de l'époque
et chaque millimètre d'acier, chaque gramme d'explosif et chaque rotation du projectile étaient pensés pour un but précis. Les usines et les champs de tir, Union soviétique et Allemagne, loin du front, étaient les scènes où ces théories étaient mises à l'épreuve. Là, sous l'œil attentif des scientifiques et des militaires, les armes étaient forgées et affinées en quête de la performance idéale. Les tests en environnement contrôlé répliquaient-ils fidèlement le pandémonium du front de l'Est? Les légendes sur le canon BS-3 de 100 mm étaient-elles le résultat d'une supériorité technologique authentique, un avantage balistique permettant réellement de percer le Tiger I à 1500 mètres, alors que le PAC-43 de 8,8 cm avait besoin d'une distance bien plus courte, environ 500 mètres, pour être efficace? Ou bien les conditions de combat, l'angle d'impact, la qualité de la munition d'un lot spécifique, la nervosité de l'équipage soviétique ou la surprise de l'équipage allemand au moment précis du tir venaient-ils fausser la perception de la réalité? La vérité est que la guerre est un théâtre où la bravoure et la technologie rencontrent la chance et le hasard. Un tir précis d'un canon BS-3 de 100 mm à longue distance pouvait être le résultat d'un artilleur exceptionnel, d'un défaut dans le blindage du Tiger I à un point précis, ou d'une combinaison de facteurs parfaitement alignés. La propagation de ces histoires remplissait de son côté un rôle fondamental, inspirer les siens et démoraliser l'ennemi. Dans un conflit de proportions épiques comme la Seconde Guerre mondiale, surtout durant les années charnières 1944 et 1945, le moral était tout aussi important, sinon plus que l'acier et le feu. La croyance en la supériorité de sa propre arme pouvait mener à des actes d'héroïsme incroyables, et la peur d'une nouvelle arme ennemie pouvait briser la résistance la plus obstinée. Par conséquent, le secret caché du canon BS-3 de 100 mm ne réside pas seulement dans sa construction ou sa balistique, mais aussi dans la manière dont sa légende a été tissée et perçue. C'était un mélange d'ingénierie de pointe, de tactique de terrain et de la force puissante, mais souvent trompeuse, du récit. Pour vraiment comprendre la disparité entre les 1500 mètres soviétiques et les 500 mètres allemands, nous devons disséquer chacun de ces éléments, séparer le bon grain de l'ivraie, le fait de la fiction. C'est un voyage qui nous mènera dans les laboratoires secrets, au cœur des usines, et finalement de retour sur le champ de bataille, là où la vie et la mort se décidaient en fractions de secondes. Que signifiaient réellement ces chiffres pour les hommes qui en dépendaient pour survivre? Et que nous dit la science sur la véritable capacité de ces géants d'acier et de feu? La réponse, mes amis, est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Pour percer cette énigme qui défiait la logique de beaucoup, il fallait plonger au cœur des principes de la balistique, dans ce qui faisait réellement sortir le canon BS-3 de 100 mm mais du lot face à ses rivaux. Le cœur de la puissance supposée du canon BS-3 de 100 mm résidait précisément dans sa balistique supérieure, une caractéristique que les ingénieurs et concepteurs, soviétiques et allemands, de l'époque, poursuivaient avec une obstination presque fiévreuse. À la différence de beaucoup de ses contemporains qui cherchaient un équilibre entre puissance de feu et mobilité, le canon BS-3 de 100 mm fut conçu avec un objectif primaire en tête, atteindre une vitesse initiale extrêmement élevée. Cette vitesse initiale, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes techniques, est la vitesse à laquelle le projectile quitte le canon de l'arme, point de départ de son voyage mortel. Dans le cas du BS-3 de 100 mm, cette vitesse pouvait dépasser les impressionnants 900 mètres par seconde. Rendez-vous compte, c'est presque la vitesse du son. Mais pourquoi est-ce si important sur le champ de bataille du front de l'Est, Seconde Guerre mondiale? L'énergie cinétique d'un projectile, ce qui détermine sa capacité à percer un blindage, est directement proportionnelle à sa masse et surtout au carré de sa vitesse. Cela signifie qu'un projectile plus rapide, même s'il est légèrement plus léger ou d'un calibre similaire, peut avoir un pouvoir de pénétration nettement supérieur. Ce n'est pas une relation linéaire, elle est exponentielle, ce qui fait toute la différence quand il s'agit de déchirer l'acier trempé d'un char Tiger I. Cette caractéristique balistique du canon BS-3 de 100 mm permettait à ses obus de garder une trajectoire plus tendue et une énergie cinétique létale à des distances bien plus grandes. Imaginez la scène. Les équipages d'artillerie soviétiques, opérant au milieu du chaos de 1944 et 1945,
pouvaient viser un Tiger I à 1500 mètres, sachant que l'obus voyagerait avec une courbe minimale, presque comme un laser, frappant la cible avec une force dévastatrice. Cette précision et cette létalité à longue portée étaient un cauchemar pour les équipages de chars Tiger allemands, qui comptaient souvent sur leur blindage lourd et sur la distance pour se protéger. Pour les Allemands, avec le canon PaK-43 de 8,8 cm, la réalité était différente. Bien qu'il s'agisse d'une arme redoutable, sa vitesse initiale, quoique respectable, n'atteignait pas les sommets du BS-3, ce qui se traduisait par une trajectoire plus arquée et une perte d'énergie cinétique plus marquée avec la distance. Pour le PaK-43, les 500 mètres étaient le point idéal où la probabilité d'un coup décisif et la pénétration étaient maximisées. Au-delà, chaque mètre représentait un défi croissant. L'obsession soviétique pour cette vitesse extrême n'était pas un hasard. Mikhail Fedorovitch Korobov et ses ingénieurs et concepteurs, soviétiques et allemands, savaient que pour relever le défi imposé par les Tiger IM et même les redoutables Tiger II, qui commençaient à surgir sur le front de l'Est, Seconde Guerre mondiale, ils avaient besoin de quelque chose qui bouscule les conventions. Ils ne pouvaient pas se payer le luxe d'attendre que les chars ennemis s'approchent à seulement 500 mètres. La vaste géographie des steppes russes et la nature des combats exigeaient une capacité d'engagement à longue distance. Dans les usines et les champs de tir, Union soviétique et Allemagne, le design du canon BS-3 de 100 mm a été affiné pour optimiser chaque gramme de poudre, chaque millimètre du tube, afin d'extraire le maximum de vitesse du projectile. C'était une course aux armements contre la montre et contre l'ingénierie allemande, représentée par les créations de Krupp et Rheinmetall. Mais cet avantage balistique était-il, à lui seul, suffisant pour expliquer la différence abyssale de 1000 mètres de performance contre le char Tiger I? La simple vitesse, aussi impressionnante fût-elle, détenait-elle tout le secret? La réponse, mes camarades, ne se trouve pas uniquement dans la vitesse pure et simple. Il y a un autre composant crucial, souvent sous-estimé, qui s'ajoutait à l'équation et qui, conjugué à la vitesse, formait le duo mortel du canon BS-3 de 100 mm. L'ingénierie derrière la pénétration de blindage est un jeu à plusieurs variables, et la vitesse n'est que l'une d'entre elles, bien que fondamentale. L'autre pièce du puzzle, tout aussi vitale, résidait dans le type de munitions que le BS-3 de 100 mm et le PaK-43 de 8,8 cm utilisaient, et comment ces munitions étaient conçues pour interagir avec l'acier du Tiger I. C'est là que le véritable secret caché commençait à se révéler, montrant que la bataille n'était pas seulement entre des canons, mais aussi entre les projectiles qu'ils tiraient. Il ne suffisait pas d'avoir un canon puissant. Ce qui sortait du tube, mes amis, faisait toute la différence sur le champ de bataille. L'efficacité d'une arme anti-char, comme le canon BS-3 de 100 mm ou le PaK-43 de 8,8 cm, ne dépendait pas uniquement de la vitesse folle avec laquelle le projectile était expulsé, mais surtout du type de munition tirée. C'était là, à la pointe de ce métal mortel, que la véritable capacité de destruction se matérialisait, décidant du sort d'un Tiger IM et, par extension, de nombreuses vies. Le canon BS-3 de 100 mm, l'un des joyaux de l'ingénierie soviétique, utilisait principalement deux types de projectiles qui faisaient la différence sur le front de l'Est. Au départ, les équipages d'artillerie soviétique comptaient sur les obus AP, Armor Piercing. Imaginez un bloc d'acier durci, avec une pointe affûtée et un poids considérable. L'idée était simple, percer le blindage ennemi par pur impact, à la force brute. C'était comme un marteau géant essayant de briser un mur de béton. Cela dépendait beaucoup de la masse et de la vitesse pour faire des dégâts. Pour un Tiger IM avec son blindage robuste, un AP était un sacré défi, mais souvent insuffisant pour garantir la pénétration à longue distance, surtout contre les zones les plus renforcées. Cependant, l'évolution ne s'arrêtait pas là, et les ingénieurs et concepteurs soviétiques, comme Mikhail Fedorovitch Korobov, cherchaient toujours le niveau supérieur. C'est alors qu'entrèrent en scène les projectiles plus avancés, les APCR, Armor Piercing Composite Rigid, ou comme on les appelait aussi, les HVAP, High Velocity Armor Piercing. Ah, là c'était une toute autre histoire, un véritable tournant tactique, vous voyez. Le coup de génie de ces obus résidait dans leur noyau. Au lieu d'être entièrement en acier, ils possédaient un noyau en tungstène, un métal beaucoup plus dense et dur,
enveloppé dans une coque en métal plus léger. Cela signifiait que l'essentiel de la masse et de la dureté était concentré sur une surface bien plus petite. Imaginez la différence. Au lieu d'un coup avec la main entière, c'était comme un coup de poing fermé, avec toute la force concentrée sur un point minuscule. Cette concentration d'énergie sur une surface réduite augmentait drastiquement la capacité de pénétration. C'était le secret pour rendre le blindage épais du Tiger I moins infranchissable, même à 1500 mètres. La vitesse initiale, déjà élevée sur le BS-3, combinée à cet obus intelligent, créait une synergie dévastatrice. Pour les équipages d'artillerie soviétiques, obtenir un lot de ces obus APCR, c'était comme avoir un as dans la manche, une chance réelle de renverser la vapeur contre les redoutables tigres. De l'autre côté de la tranchée, le canon PaK-43 de 8,8 cm allemand, une arme formidable en soi, utilisait aussi des obus AP et APCR. Les ingénieurs et concepteurs allemands de chez Krupp et Rheinmetall étaient des maîtres en métallurgie et en balistique. Leurs obus AP étaient d'excellente qualité, et la version APCR, avec son noyau en tungstène, était tout aussi létale. Quand elle était disponible et bien utilisée, la munition APCR du PaK-43 était plus que capable de faire des ravages sur n'importe quel char allié. Mais ici, mes amis, les choses commençaient à se compliquer, et la différence ne résidait plus seulement dans la technologie elle-même, mais dans la réalité brutale de la guerre. Le grand problème pour les Allemands résidait dans la disponibilité et la priorité de production de ces types de munitions. À mesure que la guerre avançait, l'Allemagne faisait face à une pénurie croissante de ressources stratégiques. Le tungstène, matière première essentielle pour les noyaux des obus APCR, était l'un de ces matériaux. Il provenait de lieux lointains et, avec le blocus allié qui se resserrait, l'accès à ces sources devenait un véritable calvaire. C'était comme essayer de maintenir une équipe de foot championne sans pouvoir recruter les meilleurs joueurs. Cette limitation d'accès au tungstène a directement impacté la production de munitions APCR de haute qualité pour le canon PaK-43 de 8,8 cm. Tandis que les Soviétiques, avec leurs propres sources et leurs priorités de production, parvenaient à maintenir un flux plus régulier d'obus APCR pour le BS-3 de 100 mm, les Allemands se voyaient souvent contraints de dépendre davantage des obus AP conventionnels ou de versions moins efficaces d'APCR qui n'avaient pas la même capacité de pénétration à longue distance. Cela signifiait que pour les équipages de chars Tiger allemands et pour les servants du PaK-43, la marge d'erreur était plus réduite. Ils devaient s'approcher davantage, chercher les points faibles de l'ennemi avec plus de précision, ce qui les exposait à des risques encore plus grands. La composition et le design des obus, couplés à leur vitesse initiale, formaient donc l'équation complète de la capacité de destruction. Ce n'était pas seulement la force brute du tir, mais l'intelligence derrière la munition. Cette équation fut un facteur décisif dans l'affrontement entre le canon BS-3 de 100 mm et le char Tiger I, ajoutant une couche supplémentaire de complexité et de drame à chaque tir. C'était une partie d'échec mortel, où chaque pièce, chaque projectile, jouait un rôle crucial, et où la rareté d'un simple métal pouvait changer le cours d'une bataille entière dans les steppes russes ou les forêts dévastées du front de l'Est. Le véritable secret ne résidait donc pas seulement dans le canon, mais dans ce qu'il portait en son sein, prêt à être lancé contre l'ennemi. Mais à quoi bon avoir le bon projectile si la cible était en théorie invulnérable? Pour percer cette énigme qui a plané sur le front de l'Est, Seconde Guerre mondiale, nous devions regarder non seulement l'obus lancé par le BS-3 de 100 mm, mais aussi la carapace d'acier qu'il tentait de briser. La redoutable armure du char Tiger I, sa réputation de monstre blindé presque indestructible, n'était pas usurpée, mes amis. C'était le cauchemar de tout soldat allié, un symbole de la puissance et de l'ingénierie allemande qui terrorisait tout le monde, des steppes russes aux forêts gelées. Les équipages de Tiger allemands avaient une confiance aveugle en ce blindage, et à juste titre pendant longtemps. Le char Tiger I possédait un blindage frontal respectable de 100 mm, latéral de 80 mm et arrière de 80 mm également. En termes d'épaisseur brute, c'était un char costaud, sans aucun doute. Mais il y a un « mais » qui change tout, et que les ingénieurs et concepteurs, soviétiques et allemands, connaissaient à bien. Tout ce blindage était pour l'essentiel vertical ou très peu incliné. Or, en balistique, un angle fait des miracles.
Un blindage incliné n'augmente pas seulement l'épaisseur effective qu'un obus doit traverser, car la trajectoire du tir devient plus longue à l'intérieur du métal, mais il augmente aussi drastiquement les chances de ricochet. C'est comme essayer de frapper un ballon contre un mur droit versus un mur incliné. Sur l'incliné, le ballon dévie bien plus facilement. C'était un point, disons, moins optimisé dans la conception du Tiger, un talon d'Achille que les projectiles haute vitesse du canon BS3 de 100 mm ont été développés pour exploiter. Outre la question de la verticalité, le Tigerheim, comme toute machine de guerre, possédait ces points intrinsèquement plus vulnérables, ces fameux points faibles que les équipages d'artillerie soviétiques étaient entraînés à chercher. Pensez à la bague de la tourelle, la jonction entre la tourelle rotative et le châssis, une zone complexe avec des boulons, des roulements et un interstice qui, même minimal, rompait la continuité du blindage. Les trappes, comme celles du commandant, du conducteur ou du tireur bien que protégées, étaient à des points où le blindage était nécessairement plus mince ou interrompu. Les entrées d'air du moteur à l'arrière et sur le dessus, essentielles au fonctionnement, étaient couvertes par des grilles qui, aussi robustes soient-elles, n'auraient jamais la même résistance que le blindage massif. Le viseur du conducteur, la mitrailleuse frontale coaxiale, ou même les points de fixation de la suspension sous la caisse, tous étaient des cibles potentielles. À 1500 mètres de distance, un tir précis du canon BS3 de 100 mm, surtout chargé avec une munition APCR, Armor Piercing Composite Rigid, avait la capacité théorique d'exploiter ces faiblesses. La munition APCR, avec son noyau dense en tungstène entouré d'une coque plus légère, concentrait toute l'énergie cinétique sur une surface beaucoup plus réduite, augmentant la pression au point d'impact et, par conséquent, la capacité de perforation. Les ingénieurs et concepteurs, soviétiques et allemands, étaient engagés dans une course aux armements constante, et la réponse soviétique au blindage lourd allemand fut, en partie, cette technologie de projectile. L'objectif était clair, concentrer la force là où l'acier était le plus faible, ou là où la structure cédait le plus facilement. Cependant, et c'est là que la science devient un art et la théorie une légende, toucher un point faible minuscule à 1500 mètres sur une cible mouvante et sous le feu ennemi était une tâche herculéenne, presque un pari à la loterie. Ce n'était pas donné à tout le monde. Cela exigeait des artilleurs exceptionnels, avec des nerfs d'acier et une visée frôlant le surnaturel. Les équipages d'artillerie soviétiques qui servaient le canon BS3 de 100 mm étaient de véritables héros, affrontant l'effroi des Tigers allemands avec un courage et une discipline impressionnants. Mais même pour les meilleurs, la chance jouait toujours un rôle. Un dénivelé du terrain, une rafale de vent, la fumée des combats ou le stress de la situation. Tout pouvait faire dévier le projectile de quelques millimètres, faisant la différence entre un coup critique et un ricochet inoffensif. La légende de la pénétration à 1500 mètres, qui a résonné sur le front de l'Est en 1944 et 1945, peut donc trouver son origine dans une combinaison de ces facteurs. Ce n'était pas forcément une pénétration systématique du blindage frontal principal et massif, mais plutôt le résultat de coups portés sur des points vulnérables spécifiques, ou qui sait, de ricochets qui, même sans percer complètement, causaient de graves dommages internes. Un obus à haute énergie qui frappe le blindage et ricoche peut générer une onde de choc qui projette des éclats métalliques à l'intérieur du compartiment du char, un phénomène connu sous le nom de spalling. Cela pouvait blesser ou tuer l'équipage du Tiger allemand, endommager les équipements internes ou même faire exploser les munitions, sans qu'il y ait de perforation visible du blindage. Pour les soldats dans le feu de l'action, le résultat était le même. Le Tiger était hors de combat, et le BS3 avait fait le job. Le récit se propage, la légende grandit, et le secret caché prend les traits d'un pouvoir presque mystique. Contrairement au canon PaK 43 de 8,8 cm allemand, qui, bien qu'étant un canon anti-char redoutable et craint des alliés, était optimisé pour des engagements à plus courte distance afin de garantir la pénétration du blindage principal, le canon BS3 de 100 mm représentait une philosophie de conception légèrement différente. Les ingénieurs et concepteurs soviétiques ont cherché une arme capable de maintenir une menace crédible contre les chars les plus lourds de l'ennemi à des portées auparavant considérées comme sûres. Ils avaient compris que, s'ils ne pouvaient pas percer le blindage frontal n'importe où à longue distance, ils pouvaient, avec la munition et la balistique adéquate,
visait les faiblesses intrinsèques de la conception du Tiger I. Et cette capacité, bien que dépendante de l'habileté et de la chance, suffisait à changer la donne. Le véritable secret caché du canon BS-3 de 100 mm n'était donc pas un obus magique ou une technologie extraterrestre, mais la convergence de plusieurs facteurs: la haute vitesse initiale, garantissant une énergie cinétique massive, l'efficacité de la munition APCR à concentrer cette énergie, l'existence de points faibles structurels sur le Tiger I et, par-dessus tout, la bravoure et le savoir-faire des équipages d'artillerie soviétiques. C'était une combinaison d'ingénierie intelligente, de tactique astucieuse et de résilience humaine face au danger le plus brutal. Le Tiger, malgré sa gloire et sa puissance, n'était pas invulnérable. C'était un géant, certes, mais avec des pieds d'argile à certains endroits, et le BS-3 savait exactement où frapper. Le front de l'Est, Seconde Guerre mondiale, fut un théâtre d'innovation et d'horreur, où la vie coûtait peu et la technologie était vitale. Les usines et les champs de tir, Union soviétique et Allemagne, loin du front, furent les berceaux de titans d'acier et de feu, et les ingénieurs et concepteurs, soviétiques et allemands, furent les architectes d'une guerre sans précédent. Mais en fin de compte, la légende se forge sur le champ de bataille, entre les mains d'hommes qui, avec des machines complexes, décidaient du destin des nations. Le canon BS-3 de 100 mm a prouvé que l'innovation et l'adaptabilité pouvaient triompher de la force brute, réécrivant le récit de l'invincibilité du char Tiger-M dans les années 1944 et 1945. Ce fut la véritable leçon de cette époque, le message qui résonne à travers l'histoire: aucune forteresse n'est impénétrable, aucune légende n'est indestructible, et même l'ennemi le plus redouté a son point faible. Alors, les amis, qu'avez-vous pensé de ce voyage au cœur du secret caché du BS-3? Vous avez aimé percer les mystères de la balistique et du blindage? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vous passionne vraiment. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits de ce genre, et dites-moi en commentaire, quelle autre légende de guerre aimeriez-vous que l'on décortique? On se retrouve dans la prochaine vidéo.